Bonjour le Burkina Faso, bonjour l'Afrique, mesdames, messieurs, bienvenue. Nous sommes heureux, particulièrement heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran en compagnie des programmes d'Africa 24. Nous vous l'avons promis, Africa 24 est au cœur du processus électoral en cours ici au Burkina Faso, d'où nous émettons en direct à compter de ce soir et ce jusqu'au 29 novembre. Vous aurez droit à un programme achalandé qui vous dit tout sur le processus électoral en cours, Marie-Angèle. Oui, chers téléspectateurs, c'est tout d'abord un plaisir, mais également un privilège de pouvoir vous faire vivre cet événement clé, majeur du continent africain. 5,5 millions de Burkinabés prendront bientôt le chemin des urnes pour prendre leur destin en main. Et il sera question, durant les prochaines minutes et pour ce premier débat, du processus électoral en cours et des enjeux du scrutin. Au soir du 29 novembre, nous aurons un président de la République, mais sur la ligne de départ, il y a 14 candidats. Mais qui sont ces candidats, Marie-Angèle? Il est important de rappeler leur nom ainsi que leur parti avant de débuter notre débat pour vous situer. Alors, les 14 candidats sont Ram Ouedraogo du RDEBF, Ablassé Ouedraogo du Faso Autrement, Zéphirin Diabré de l'UPC, Victorien Tougouma du MAP, Taïro Bari du Parent, Roch Marc Christian Caboret du MPP, Jean-Baptiste Natama, un candidat indépendant, Saran Sérémé du PDC, Françoise Toé, candidate indépendante, Issaka Zampalegré, candidat indépendant également, Adama Kanazoé du parti Agir, Benewande Sankara de l'UNIR, PS, Boukaré Ouedraogo, candidat indépendant, et enfin Salvador Yameogo du RDF. Ils sont présents dans cette émission, mais ils ne sont pas sur ce plateau. Ce sont les téléspectateurs qui sont devant leur petit écran. Mais ils peuvent participer en voyant leurs réactions et en posant des questions également sur une adresse bien précise. Oui, car un canal vous est proposé. Le suivant, burkina2015@africa24tv.com. Usez-en sans retenue pour nous faire part de vos questions, de vos interrogations, de vos réflexions aussi axées autour des débats que nous allons mener chaque jour sur ce plateau. Tiendra-t-elle pas cette élection présidentielle, ce double scrutin législatif et présidentiel? La question se pose, mais apparemment tous les signaux sont au vert et c'est ce que nous dira sur ce plateau le secrétaire général de la Commission électorale, institution chargée d'organiser cette élection. Monsieur Diarra, alors, dites-nous, est-ce que tout est prêt pour le scrutin? Oui, je peux dire que tout est fin prêt pour le scrutin, mais pour une organisation de ce genre, il n'est pas exclu. C'est une œuvre humaine, qu'il y ait peut-être quelques couacs par-ci, par-là, mais en tout cas, la CENI a pris toutes les dispositions pour que les élections aient lieu effectivement le 29 novembre 2015. Alexandre Sankara, vous êtes représentant du candidat Benewande Sankara. Lorsqu'on porte un regard rétrospectif sur le processus électoral en cours, peut-on dire que la transparence, par exemple, lors du vote à venir est garantie? Oui, on peut le dire, vu tout ce que la CENI a mis en place pour que le scrutin se déroule normalement. Nous pensons qu'en tout cas, cette fois-ci, pour la première fois, nous allons avoir un scrutin transparent. Mais nous mettons toujours entre guillemets transparent parce que vous savez, le système a beau être parfait, si les hommes qui doivent participer à ce jeu démocratique ne sont pas animés des mêmes intentions que la CENI, évidemment qu'on peut avoir quelques petits bobos. Mais du côté de la CENI, en tout cas, je crois que tout est fin prêt. Alors, Maître Tankwano, est-ce que vous êtes rassuré par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là? Est-ce que vous n'avez pas de point de doute? Est-ce que vous ne vous posez pas certaines questions qui seraient sans solution? Est-ce que vous êtes assuré? Je crois que jusqu'à présent, nous pouvons dire que nous saluons le travail abattu par la CENI. Comme venait de le dire Alexandre Sankara, d'autant plus qu'eux, ils ont un représentant à la CENI, mon parti n'en a pas. Mais j'espère qu'ils sont là-bas, comme on le dit, une fois qu'ils sont représentants dans cette institution, ils doivent montrer un degré de neutralité et d'impartialité qui garantissent donc la crédibilité du scrutin. Nous espérons, nous prenons acte de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Vous savez que c'est seulement au soir du 29 que nous pourrons apprécier si manifestement les intentions et les actes qui nous ont fait voir corroborent avec ce qui va se passer. Donc pour le moment, nous n'avons, même si déjà il y a bien sûr quelques couacs, quelques éléments,
sur lesquels notamment nous reviendrons par rapport à... Il y a la CENI centrale, bien sûr, il y a aussi ce démembrement. Et vous savez que l'organisation du scrutin, c'est d'abord au niveau des démembrements. Et nous relevons déjà des difficultés au niveau de certains démembrements de la CENI qui tendent vraiment à remettre un peu ou à jeter un discrédit sur l'activité qui est en train d'être menée. J'espère que nous reviendrons et que le SG pourra nous donner des précisions et des garanties qui vont lever ces obstacles. Alors, M. Diarra, préparez-vous à donner ces garanties-là pour les démembrements de la commission électorale et leur travail, ce qui se fait concrètement par rapport à ce qu'a dit M. Tankwano. On parle du processus électoral, on parle des enjeux du scrutin. Et pour cela, nous devons regarder un élément d'illustration. Oui, car 14 candidats, 5,5 millions d'électeurs, plus de 17 000 bureaux de vote. Les derniers préparatifs, il faut le préciser, sont toujours en cours au Burkina Faso afin de permettre aux citoyens de désigner leur futur président ainsi que leurs députés, désignés librement, dans le calme, mais aussi en sécurité. C'est très important. Comment s'est déroulé le processus ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours? Toutes les conditions sont-elles réunies pour mettre un point final à la transition en cours? Élément de réponse dans ce reportage signé Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Après plus d'un an de transition politique, le Burkina Faso amorce le processus de la normalisation constitutionnelle. Le 29 novembre 2015, les Burkinabés iront aux urnes pour le choix de leurs députés, mais aussi le président du Faso. Une élection à laquelle participent 14 candidats à la présidentielle et 1039 listes de candidatures pour les législatives. Et la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui expérimente pour la deuxième fois la biométrie, annonce la proclamation des résultats pour le lendemain du scrutin. Comment va-t-elle procéder? Nous avons envisagé 368 coordonnateurs et des administrateurs électoraux qui sont des informaticiens qui vont travailler dans les centres de compilation au niveau de chaque commune. Nous avons grosso modo 349 communes plus 19 arrondissements pour les deux villes à statut particulier, Ouagadougou, la capitale, et Bobo-Dioulasso. Donc ça fera en tout 368 postes distants dans lesquels les procès-verbaux et donc les différents résultats seront traités commune par commune. Au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, ce sont plusieurs courants politiques qui vont à la conquête de l'électorat burkinabé. On y trouve des sankaristes, des sociodémocrates, mais aussi des libéraux. Des courants qui influencent peu le choix de l'électeur selon des observateurs. Et on est plutôt porté ici, dans le cadre de ces élections-ci, sur la crédibilité du parti ou du candidat. Alors, vous savez, vous entendez toujours parmi les populations les termes de ceux qui peuvent vraiment changer d'avec ce que nous avons vu. Donc je crois que c'est cette façon d'approcher les candidats et les partis qui est utilisée par les populations plutôt que par l'analyse de programmes politiques et de l'orientation idéologique. En début septembre 2015, des fausses cartes d'électeurs nourrissaient les débats dans les quiches de campagne des candidats à la présidentielle. Mais au niveau de la CENI, l'on rassure sur la fiabilité et la sincérité du processus électoral. J'ai répété avec insistance à l'attention de la communauté nationale et internationale que quel que soit le nombre de fausses cartes d'électeurs qu'on peut fabriquer, jamais, au grand jamais, à cause de la biométrie, on ne peut insérer ces personnalités-là dans le fichier électoral parce que ce sont les empreintes qui sont testées, examinées et comparées les unes avec les autres. La CENI a 7 jours pour proclamer les résultats provisoires, un délai qui peut être prorogé de 3 jours sur décision du Conseil constitutionnel. Ces élections permettront-elles au pays d'amorcer une nouvelle ère démocratique? Les jours ou semaines à venir dessinera sans doute l'avenir politique du pays des hommes intègres. Alors, Maître Tankwano, vous disiez tout à l'heure que si la commission électorale rassure, ce n'est pas sûr que ce soit pareil pour ces démembrements. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Bon, à notre niveau, nous avons déjà 2 éléments quand même qui ont suscité des inquiétudes. Premièrement, nous avons relevé que dans la province du Poni, donc la région du sud-ouest, nous avons pris un membre de démembrement de la CENI en flagrant délit de campagne politique. Vous avez suivi ça dans la presse, nous avons, les uns et les autres ont dénoncé, et ce qui a valu à la CENI de faire paraître un communiqué.
mais cela veut dire que ce n'est pas suffisant. Nous attendons de voir l'acte que la CENI va poser pour extirper, parce que c'est vraiment illégal qu'un membre de démembrement puisse battre politique, battre la campagne pour un parti politique, c'est strictement interdit. Deuxième point de difficulté, hier c'était donc le dernier délai pour le dépôt des délégués des candidats dans les bureaux de vote. Nous avons vu donc manifestement des démembrements qui faisaient de la réticence à recevoir les listes en invoquant des conditions que la loi n'a pas prévues. Lorsque des démembrements vous disent qu'en plus de la liste des délégués qu'il faut déposer, il faut un mandat, nous avons été surpris, nous leur avons dit, aucun texte ne le dit. Lorsque le parti signe un document pour déposer la liste de ces délégués dans les bureaux de vote, c'est ce que demande la loi. Ils vont même jusque sur les listes. Donc, c'est 2 régions particulièrement où nous avons rencontré cette difficulté. Justement, donc on va poser la question à M. Diarra. Vous allez être à même de pouvoir éclairer un peu, Maître Tankwano, sur ces 2 problématiques, à savoir la CENI qui ferait campagne, qui battrait campagne pour un candidat, et des démembrements qui refuseraient effectivement de recevoir certaines listes. Qu'avez-vous à répondre à cela? Merci. En ce qui concerne les membres ou éventuellement le membre de la CENI qui battrait campagne pour un parti politique, effectivement, au niveau de la CENI, nous avons été saisis du fait que effectivement, cela s'est passé, mais malheureusement, on n'avait pas eu cette information sur le lieu, la province, la commune où cela s'est passé. Et donc, nous avons réagi tout de suite en faisant un communiqué pour dire que tous ceux qui sont responsables à un certain niveau, qui ont un certain niveau de responsabilité au sein des partis politiques, ne devraient pas se présenter comme membres de nos démembrements. Est-ce que des sanctions, des mesures vont être prises à l'encontre de ces personnes, si cela est avéré? Si cela est avéré, nous, systématiquement, nous enlevons la personne du démembrement. Parce que ça, c'est antinomique. Vous ne pouvez pas être juge et partie en même temps. Et donc, si cela se confirme, effectivement, nous allons mettre fin aux fonctions donc, du membre en question. Et pour le second point, pas de sanctions supplémentaires? Bon, le Code ne prévoit pas de façon explicite des sanctions ciblées ou sur donc, les membres de démembrement. Ce que nous pouvons faire, étant entendu que c'est des personnalités qui nous ont été envoyées par des structures, à savoir les partis politiques, la société civile. Et donc, nous pouvons peut-être saisir ces structures-là pour dire que votre représentant au sein de la CENI, voilà les actes qu'il est en train de poser et par conséquent n'est plus en mesure d'exécuter son mandat conformément au serment qu'il a prêté en tant que membre d'un démembrement. Et donc, nous mettons fin à sa fonction. Alors, Maître Sankara, est-ce que vous avez eu vent de ces agissements-là? Enfin, je rectifie, je suis pas maître. Je suis le président du candidat, Maître Benoît de Sankara. Oui, tout à fait. Oui, vous savez, c'est ce que je disais tantôt. La CENI a beau mettre en place un système infaillible, il faut que les hommes sont chargés d'animer et le processus électoral soit digne d'intérêt. Nous, par exemple, à Dori, notre représentant à la CENI était candidat, est notre candidat. Et immédiatement, lorsqu'il a été retenu comme candidat, il a écrit pour demander qu'on le remplace par un autre. C'est ça qu'il faut. Mais malheureusement, il y en a qui veulent en même temps profiter, voilà, être à la CENI, battre campagne, comme l'a dit l'EG, juge et parti. Donc, il faut que véritablement, les hommes qui sont chargés d'animer le processus électoral soient sincères. Sinon, quels que soient les mécanismes que la CENI va mettre en place, par exemple des cas comme ça, la CENI n'y peut rien. Vous voyez. Nous, on en a rencontré, nous-mêmes nous avons eu les cas, mais volontairement, notre candidat lui-même, il a écrit pour demander à ce qu'on le remplace. Parce qu'il était à la CENI, il veut être candidat, donc il faut qu'on le remplace. Permettez-moi de rappeler aussi, Maître Tankwano, justement, toujours dans le même cadre, que la Commission électorale a par exemple mis en place un système de transmission par satellite des résultats. Plus de 360 centres de compilation communale seront équipés de kits de traitement des données lors du jour du vote. Est-ce que cela garantit effectivement toujours un scrutin un peu plus transparent qu'à l'accoutumée?
Vous savez, ça me fait sourire parce que la technologie est ce qu'elle est. Je ne crois pas qu'en elle-même, ce soit elle la garantie, d'autant plus que c'est les éléments que les hommes y introduisent qui peuvent être faussés. Mais pour nous, c'est une bonne chose que la CENI peut nous rassurer que 24 heures après le scrutin, nous pourrons avoir les résultats, ce qui va éviter justement toute suspicion. Et je pense que tout candidat ou parti doit être en mesure aussi de faire sa propre compilation. C'est ça qui va permettre de faire... En tout cas, mon candidat et mon parti, nous le ferons. D'autant plus que nous avons des délégués dans tous les 17 000 bureaux de vote. Donc nous ferons notre compilation. Et personnellement, en 2012, nous avons vu que la CENI avait tenté une opération qui n'a pas marché. Nous espérons que cette fois-ci, ça va marcher et nous disons que nous saluons cet effort et nous attendons de voir. Mais avec la technologie, on ne peut jamais aussi être rassuré à 100%. Monsieur Diarra, parlons un peu de la liste électorale. Elle est biométrique et ce n'est pas la première fois qu'on veut utiliser une liste biométrique. À la précédente élection, on en a utilisé. Quels sont les gages de transparence que garantit cette liste? Bon, il faut dire que la biométrie prend en compte un certain nombre d'éléments qui sont personnels. Je voudrais dire par là, il y a d'abord la photo de l'intéressé, il y a ensuite les empreintes du candidat et de l'électeur lui-même. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir deux personnes qui ont les mêmes empreintes. À tel point que quand nous avons fini l'enrôlement, nous allons, n'est-ce pas, à la CENI et nous faisons ce qu'on appelle une opération de dédoublage. Ça veut dire que nous nous assurons qu'aucun candidat n'est inscrit deux fois. Donc, voilà, on appelle les candidats un à un pour voir s'il n'est pas inscrit une fois, et deux fois, pardon. Et donc, nous pensons ici que pour les inscriptions sur les listes électorales, ceux qui figurent sur nos listes sont inscrits une seule fois. Voilà. Donc, c'est un peu ça votre bilan, M. Sankara. Alors, avec cette biométrie, cette transmission des résultats par satellite, ces cartes, même frauduleuses, qui ne peuvent pas être utilisées lors du vote, toutes les conditions semblent réunies pour qu'on aille vers un scrutin apaisé et qui se déroulera dans les normes en vigueur. Oui, toutes les conditions sont réunies, on l'a tantôt dit. Mais je rappelle que la biométrie, on les doit en partie à Maître Benawende Sankara avec son non-vote en 2010. Plainte contre la carte d'électeur qui n'était pas biométrique, annulation de la carte d'électeur, la communauté internationale s'en a mêlée et on était obligé donc d'adopter la biométrie. Donc l'histoire aussi fait qu'on retienne ça. Bien sûr que nous, en tout cas à l'UNIPS, nous croyons, parce que la biométrie c'est nous qui l'avons revendiquée, nous l'avons obtenue, en tout cas nous faisons confiance à la CENI et comme l'a dit mon ami Tankwano, hormis peut-être les impondérables dus à la technologie et à la malveillance des hommes, je crois que tous les processus doivent garantir un bon scrutin. Mais je veux quand même préciser que la biométrie est due à un dialogue qu'il y a eu entre les acteurs politiques. Moi, j'ai été membre de la CENI et quand je partais à la CENI au titre des organisations de la société civile, c'était l'une de nos missions, une de nos revendications principales au niveau de la société civile, c'était que, et c'est justement au cours de ce mandat que nous avons obtenu la biométrie. Je ne conteste pas le fait que Maître Sankara, quand il était chef de file de l'opposition, qu'il ait dirigé les négociations, mais ça a été le fruit d'un dialogue qu'il y a eu entre acteurs de la société civile et acteurs politiques pour revendiquer ça. Mais la biométrie en elle-même ne garantit pas, je le répète, ce n'est pas la biométrie, ce n'est pas la technologie, d'autant plus qu'en 2012, nous avions une liste électorale biométrique, nous avions donc des systèmes, une technologie qui était mise en place, mais les résultats de 2012 pour les élections, par exemple au Kadiogo, ont été contestables. On a donné les élections sans les résultats de 112 bureaux de vote pour le Kadiogo. Donc, ce n'est pas ça qui garantit. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut nous dire quels ont été les véritables résultats des élections législatives du Kadiogo en 2012. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on aurait pu se contenter d'une liste analogique, manuelle, c'est mieux, c'est ça? Non, pas du tout. C'est ce que nous répétons depuis que nous avons commencé l'émission, que c'est bien la technologie, c'est bien qu'on aille vers
une sorte d'accélération de la proclamation des résultats, mais c'est d'abord les hommes. Tant que les hommes... Vous savez, je peux vous citer sur ce plateau plus de 400 techniques de fraude. Les techniques de fraude, on a des centaines de techniques. Même avec la biométrie, même avec la transmission satellitaire, il peut toujours avoir des tentatives de fraude. Nous espérons que la CENI ne s'inscrira pas dans cette logique. Et en tout cas, mon candidat et mon parti, nous prenons l'engagement, nous l'avons dit, nous sommes pour une élection transparente et que la transparence soit au rendez-vous à cette élection, pour que définitivement les Burkinabés se sentent dans le résultat qui sortira des urnes. Quand des candidats promettent des surprises au soir du 29, nous ne savons pas sur quelle base. Si ce n'est pas sur une base que eux seuls, nous espérons que cette surprise ne viendra pas de la CENI. Pour nous, si c'est à partir des électeurs, aucun candidat ne peut faire une surprise, sauf le peuple qui fera la surprise. C'est tout ce que je voulais dire à ce niveau. Donc, c'est déjà une bonne avancée, c'est déjà une garantie, mais en elle-même, la technologie ne suffit pas pour garantir des élections crédibles. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Sankara, dans l'élément de témoin qu'on a regardé tout à l'heure, on a vu le président de la commission électorale parler de cartes d'électeurs, et surtout quand on sait que récemment, il y a une affaire de cartes d'électeurs fictives, et nulle part on a démontré que les cartes d'électeurs dont il est question n'ont jamais existé. Donc elles ont existé. Et si elles ont existé, c'est que les personnes qui les ont fabriquées ont une intention bien précise. Est-ce que malgré la biométrie, les cartes d'électeurs peuvent être sujets de trafic, toujours? D'abord, je crois que la CENI et la police, à l'époque, ont affirmé qu'ils n'ont pas vu des cartes d'électeurs, des fausses cartes d'électeurs. Ah bon? Enfin, oui, non, je crois que cette histoire était un montage pur et simple. Ce n'est pas le lieu, certainement, de discuter de ça, parce que c'est beaucoup plus profond. Mais qu'est-ce qui est plus profond? Les téléspectateurs veulent le savoir. Dites. Non, l'histoire des cartes d'électeurs, je crois que tout ça, c'était dans le cadre du coup d'État. On voulait justifier le putsch avec tout un ensemble d'arguments, cartes d'électeurs frauduleuses, djihadistes qui s'apprêtent à rentrer dans les pays, machin. Non, ça c'est du n'importe quoi. C'est une psychose. C'est une psychose qu'on voulait créer, et la CENI a été claire, la gendarmerie a été claire, la police a été claire, ils n'ont saisi aucune carte frauduleuse. Monsieur Diarra, ce scrutin implique aussi plusieurs phases de sécurisation. Par exemple, celle de la campagne électorale. On a vu que les candidats, différents candidats, ont une garde rapprochée. Des élections, du jour de l'attente, de la proclamation des résultats. Selon toute vraisemblance, la sécurité a été réellement prise au sérieux. Mais est-ce qu'il n'existe tout de même pas certains risques? Oui, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, en ce qui concerne donc la CENI et l'organisation des élections, nous avons mis en place un comité de sécurisation du processus. Et comme vous l'avez dit tantôt, déjà au niveau de la campagne, les candidats sont accompagnés par les agents chargés de la sécurité. Et le jour du scrutin, nous aurons au niveau de chaque bureau de vote un élément de la sécurité. Et actuellement, nous sommes en train de convoyer le matériel électoral au niveau des chefs-lieux de communes. Tout ce matériel est accompagné par des éléments de la sécurité. Par ailleurs, bon, vous connaissez l'environnement sous-régional par rapport aux menaces que nous connaissons. Les dispositions sont prises donc par les éléments de la sécurité pour garantir aussi bien la sécurisation du scrutin que la circulation des personnels, des observateurs, les hommes de médias et tous ceux qui seront déployés sur le terrain. Mais bon, c'est un aspect qui est assez délicat. Et que nous allons pouvoir d'ailleurs développer. Mais Babylas, il semblerait qu'il soit temps de marquer une courte pause. On reviendra juste après pour continuer le débat. Le débat va se poursuivre. Une seconde par rapport à cette question des fausses cartes d'électeurs, vous avez dit l'opinion voudrait comprendre. Effectivement, le parti qui a véhiculé et qui a entretenu cette cause au Burkina et qui a fait monter même la tension préélectorale du fait de cette question de fausses électorales imaginaires, a vu que les putschistes ont justifié leur coup d'État
par un de leurs principaux arguments, c'était cette question de fausses cartes d'électeurs. Quelle collision il avait entre ce parti politique et les putschistes? Les Burkinabés souhaitent justement quand même dans l'enquête qui est en cours par rapport à ce putsch, qu'on puisse le savoir. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit les partis politiques qui ont soutenu ce coup d'État, qui soient maintenant en collision avec ce même parti politique qui avait véhiculé cette histoire de fausses cartes d'électeurs. Pour les enjeux du scrutin, ce serait très intéressant que les Burkinabés sachent la vérité sur la collision qu'il y a eu entre les putschistes et ce parti politique. En tout cas, certains observateurs estiment que le processus aurait été très bien si on n'avait pas exclu certaines personnes. On reviendra là-dessus tout à l'heure pour dire pourquoi a-t-on exclu, pourquoi n'a-t-on pas respecté la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais avant, nous allons marquer une pause pour prendre les nouvelles du terrain, Marie-Angèle. Effectivement, nous allons tout de suite regarder le journal de campagne qui est réalisé par nos correspondants sur place et qui revient effectivement sur les meetings, notamment des candidats à l'élection présidentielle. On se retrouve juste après un journal présenté par Djibril Fofana.